précédemment dans Portrait de guerre. Déjà enfant, le futur général Philippe Leclerc de Haute-Cloque voulait devenir un grand militaire comme ses ancêtres. Il va rentrer à l'école préparatoire de Saint-Cyr à Sainte-Geneviève de Versailles, où il se fera très remarquer grâce à son caractère. En 1922, il entre à Saint-Cyr, rempli d'enthousiasme et souhaite rentrer dans la cavalerie, qui est l'arme de la noblesse. Le 10 août 1925, il se marie avec Marie-Thérèse de Gargan, avec qui il aura 6 enfants. Après des affectations au Maroc où il recevra la médaille de la Légion d'honneur, il est affecté à la 4e division d'infanterie où son énergie est vite remarquée. Mais le 10 mai 1940, l'attaque allemande mettra toute l'armée en déroute. Le capitaine de Haute-Cloque, qui se bat dans la poche de l'île, ne souhaite pas se retrouver derrière les barbelés et décide de s'évader. Après avoir rejoint le 2e groupement de cuirassés au sud de Rethel, où il aidera les fantassins du général de Lattre de Tassigny, il devra une nouvelle fois battre en retraite. Blessé à la tête par les bombardements de Luftwaffe, il est évacué à Avallon. Ne souhaitant toujours pas être prisonnier, il s'évade en rejoignant Paris. C'est là qu'il a entendu pour la première fois l'appel du général de Gaulle qui est à Londres. Et son destin, maintenant, est de le rejoindre. Après avoir prévenu sa famille, il rejoint Londres et rencontre le général de Gaulle, qui lui confie la mission de rallier le Cameroun pour que les colonies françaises rejoignent la France libre pour continuer la lutte. À la surprise de tous, le colonel qui se prénomme désormais Leclerc éblouit dans tous les domaines. Dorénavant, au Tchad, il réussit à prendre Koufra, où il y fera son serment. Son armée, qui prend le nom de Force de L, prend possession du Faisan et doit à présent se battre en Tunisie à Ksarrelan. Mais cette fois, c'est contre une armée plus coriace, l'Afrika Korps. Le 6 mars 1943, les troupes de Rommel sont à la déroute et lancent l'opération Capri qui doit diriger ses troupes vers Médénine, qui se situe à 120 km à l'est de nos positions. Le 9 mars, le général Montgomery me prévient de l'attaque imminente de la 90e Panzer Grenadier Division. À ce moment-là, je dis à mes hommes de rompre le combat et faire 50 km en arrière. Je rentre à Ksarrelan et j'ordonne le branle-bas de combat. Le lendemain matin, la reconnaissance allemande était là. Je vais me replier sans dévoiler ma position de défense centrale. Les Allemands se rapprochent de plus en plus. J'attends encore un petit peu, et puis feu. La distance est courte, mais elle peut faire mal à celui qui se trouve sur le passage. L'Afrika Korps utilise tous leurs moyens matériels contre nous. Avions, chars, artillerie et j'en passe. Mais nous ne lâcherons pas. Heureusement que nous pouvons compter sur l'aide de la RAF. Nous avons repoussé les Allemands. On a réussi. Le premier contact avec les Boches a été une victoire. Les autres le seront aussi. Le 19 mars, Dio réussit à prendre le Djebel Outid avec les safis marocains du commandant Rémy. Le 22 mars, le général Orox, commandant du 10e corps, me propose de nettoyer le Djebel Metlab, un observatoire rêvé au centre de la trouée de Gabès. Sans prévenir mon chef d'état-major, j'improvise une troupe de choc avec le groupe nomade de Bourkou et de l'artillerie, et ensuite, on fonce. J'observe les combats en haut du sommet du Metlab, défiant les balles et même les obus qui s'écrasent à quelques dizaines de mètres de moi. Après 5 jours de combats intensifs, les Tchadiens font leurs premiers prisonniers allemands. Mais le bilan commence à compter pour eux. 10 d'entre eux ont perdu la vie depuis Ksarrelan, dont 7 tirailleurs et 30 blessés. Mais j'ai tenu mon pari.
Le Djebel est resté aux Alliés, qui vont maintenant prendre Gabès. On me propose de protéger le flanc gauche de la 8e armée, mais je vais ordonner de foncer beaucoup plus au nord, en direction de Mezouna, que mes hommes réussissent à atteindre le 9 avril. 3 jours plus tard, on a réussi à atteindre Kerouan, et le 15, nous sommes au Djebel Fadeloun. Mes hommes sont fatigués, et je peux le comprendre. Ils pourront bientôt savourer la victoire finale contre les troupes allemandes qui veulent évacuer leurs troupes au Cap Bon. Le général Alexander, lui, préfère concentrer son attaque au nord-ouest, tandis que nous, on va prendre la partie la plus rude et la plus difficile. On va se diriger vers le relief qui protège l'accès sud du Cap Bon. La capitale de la Tunisie est libérée le 8 mai. La campagne d'Afrique du Nord est désormais terminée. Pour mes troupes maintenant, c'est l'heure du repos. Un repos bien mérité car ce sont de sacrés soldats. Le 3 juin 1943, naît le Comité français de la libération nationale, le CFLN, dirigé par De Gaulle et Giraud. 2 officiers qui ne s'entendent pas, car l'un est devenu notre chef et a continué la lutte depuis le début, et l'autre a été mis à cette place par les Alliés. Mais pour moi, la France n'a qu'un seul chef, et c'est bien De Gaulle. La force, elle, est rebaptisée 2e DFL. La discipline n'est plus la même depuis quelque temps, et certaines unités alliées s'en plaignent. Mais je suis occupé à planifier de futurs combats. Nous ne ressemblons pas à une unité motomécanisée. Je vais demander à De Gaulle s'il souhaite vraiment une division blindée. Je lui dresse une liste de toutes les lacunes. Actuellement, plein de choses nous manquent. Nous avons un manque d'hommes, même si beaucoup commencent à s'engager à nos côtés. Nous n'avons pas assez de véhicules, pas assez d'armes, pas de transmission. Pour moi, 3000 soldats ne font pas une division. Il en faudrait beaucoup plus. Ma division blindée n'est même pas une division et n'est même pas blindée. En plus de ça, on m'a annoncé que plus d'1 millier de mes tirailleurs sont renvoyés chez eux parce qu'ils étaient inaptes au combat de chars. Ce que Giraud a demandé aux Américains pour le rééquipement ne concerne pas le FFL. L'armée française verra la création de 3 nouvelles divisions blindées, et ma 2e DFL n'en fait pas partie. Mon caractère à ce moment-là est mis à rude épreuve. Le nouveau commandement m'a nommé général de division. J'obtiens une 3e étoile, mais tant que je n'ai pas une vraie division, je ne peux pas accepter cette promotion. De nouveaux volontaires viennent à moi. J'enfreins les ordres, mais il le faut bien pour que moi et mon unité puissent reconquérir la France. Maintenant, la résistance de la France intérieure me plaît bien, et je vois en eux de futurs volontaires, même si elle est décrite comme communiste. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je peux leur parler de patriotisme et de la France, et qu'ils comprennent, eux. Mais mon regard se tourne vers les unités d'Afrique du Nord, car des dizaines de milliers d'hommes peuvent me servir pour ma division. Il faut également que j'accepte ceux qui ont travaillé pour Vichy, en acceptant naturellement ceux qui ont trahi et collaboré avec ostentation. Il faut se garder d'être trop sévère. Ils ont été trompés. Du moment que chacun reste dans sa sphère, qu'on a un but commun, alors nous devons les considérer tout simplement comme des Français. Il faut savoir oublier. Le FFL est capable de me donner qu'un seul régiment sur les 3 nécessaires à une division blindée. Je vais incorporer des hommes dans toute l'Afrique, et même du Levant, pour bâtir un régiment du génie et un service de santé. L'artillerie commence quant à elle à se former avec des éléments du Maroc et de l'Algérie. Il faut que j'aille au Maroc, car les Américains entreposent là-bas d'énormes cargaisons. Mais tout ce que je demande est refusé. Notre armée ne sert plus à rien désormais. Pour trouver une solution, je demande à déjeuner avec De Gaulle. Et je lui propose que tous mes hommes d'origine européenne soient transférés en Angleterre, car je ne veux pas manquer cette future grande opération qui aura lieu en France. Il m'écoute, mais il ne marche pas. Il reproduit la même méthode qu'à Libreville. Mais je ne compte pas me laisser abattre. Quelques jours plus tard, j'ai réussi à obtenir un 2e régiment de chars, le 12e chasseur d'Afrique. Tout ça, c'est grâce au colonel Paul Giraud de Langlade, le commandant du régiment, et au chef d'état-major de l'armée de terre à Alger, le général Leyer. Le 1er DFL refuse de s'intégrer car elle se voit comme la gardienne du temple du FFL. Il est vrai que depuis le 31 juillet 1943, les forces françaises libres n'existent plus. Elles ont été remplacées par les forces françaises combattantes qui fusionnent avec l'ex-armée d'Afrique. Aujourd'hui, l'armée française reprend le combat. Notre mission est terminée. Nous avons été le transit d'une union. Il ne nous reste plus qu'à rentrer dans les rangs de l'armée, puisqu'elle est décidée à combattre les Allemands. Il faut qu'on rentre dans le moule pour continuer la lutte. Et puis, c'est l'idée de Giraud de prouver que les troupes d'Afrique du Nord ne sont pas pétainistes. Il y a également des Espagnols qui faisaient partie de la Brigade internationale et sont appelés à former la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, le RMT, sous les ordres du capitaine Drone. À la fin de l'été 1943, nous avons enfin reçu une bonne nouvelle. La 2e DFL est intégrée au programme ANFA et les problèmes matériels seront bientôt derrière nous. Désormais, nous portons un nouveau nom, la 2e division blindée. Pour avoir nos véhicules, nous devons prendre nos quartiers dans la station côtière de Tamara. C'est ici que je vais arborer ma 3e étoile, car notre force devient une vraie division avec 3 régiments de chars. Le 12e chasseur d'Afrique se dédouble et devient le 12e cuirassier qui est commandé par le colonel Roger Noiret. Nous sommes situés à 15 km de Rabat et nous avons le plaisir de voir de nouveaux arrivants venant d'Espagne.
Quand ils arrivent sur les quais, j'ai l'impression que nous sommes au bureau de recrutement. Nous sommes 3 à nous battre pour avoir des nouvelles recrues. Le FFL, les girodistes et moi. Un centre d'instruction est mis en place et il est confié au polytechnicien Jacques Veil qui doit initier les jeunes recrues au matériel américain. La première DFL de Diego Brosset continue à recruter des hommes, mais je décide de l'inviter à déjeuner pour que nous discutions de tout ça. Je lui fais comprendre que pour libérer la France, nous devons unir nos forces. Et pour que les hommes de la France libre et de l'armée d'Afrique fassent connaissance, je lui propose de stationner ses troupes à côté des miennes. Et si certains d'entre eux mettent de la mauvaise volonté, là je propose de les sanctionner durement. Notre division n'est pas répartie comme en France, elle devient un groupement tactique à l'américaine. Chacun de ces groupements est composé d'un régiment de chars, d'un bataillon d'infanterie, de 2 escadrons d'automitrailleuses et d'antichars, d'un groupe d'artillerie avec tous les appuis nécessaires en armes anti-aériennes, du génie et des services de santé. Chaque groupement peut se dupliquer en sous-groupements, et à leur tête je place mes meilleurs officiers, Dio et Langlade. Le 3e groupement revient à un connaisseur de l'armée blindée, Michel Malaguti. Le 4e groupement est attribué au colonel Rémy. Ce groupement est plus léger et servira de soutien lors des futurs combats. Je ne cesserai de dire à mes hommes de rester unis, surtout face aux dures épreuves qui vont s'annoncer à l'avenir. Mais l'état-major de Giraud me pose de sérieux problèmes. Il refuse de me donner le rééquipement pour mes unités. Il juge mes troupes fidèles à Pétain. Je vais envoyer une lettre au général de Gaulle de ce pas. Dans l'armée française actuelle, du fait des combats antérieurs, ma DB n'est pas X ou Y, mais représente quelque chose aux yeux de tous. Je ne le dis pas par vanité, mais c'est un fait que vous connaissez aussi bien que moi. Est-il sans importance qu'une semblable unité entre en action derrière des gens qui hier encore portaient la francisque et dont les chefs n'ont rien abdiqué ? Étant donné l'état de la France de demain, est-il sans importance que les gens les plus fidèles à De Gaulle, c'est-à-dire la cause nationale, perdent leur prestige et leur morale ? Est-il indifférent pour le prestige et l'autorité du général de Gaulle, chef de la France de demain, que les troupes à la Croix de Lorraine fondues dans la masse mais à l'esprit toujours vivant ne soient pas en bonne place ? Et voilà, touché au point sensible. De Gaulle va donc intervenir et je vais enfin pouvoir recevoir le rééquipement que je souhaite. Bon, mauvaise nouvelle. Ma division va être séparée. Mes régiments de tanks destroyers, le 7e chasseur d'Afrique et une partie de mes canons vont être envoyés en Sicile. Le pire pour moi, c'est que je ne sais même pas si mes troupes vont être engagées. Et je ne sais ni le lieu, ni quand. J'ai su un peu plus tard que les Alliés souhaitaient que ma division fasse ses preuves en Italie avant d'être envoyée en France pour nous battre. Les Alliés ne veulent pas qu'on débarque en Normandie, car pour eux, c'est chasse gardée. Nous, on doit débarquer dans le sud. Je ne comprends plus rien. Nous sommes français et j'estime que nous avons le droit de nous battre sur notre sol une fois le moment venu. J'ai envoyé à De Gaulle une lettre pour qu'il puisse répondre à mes interrogations. Quelques jours après, il m'a informé que ma 2e DB débarquera bien en Normandie et non dans le sud, et qu'il travaille dur pour me fournir du nouveau matériel. Il précise également que mon nouvel objectif est Paris, pour rétablir l'autorité française. Et à la fin de cette lettre, il m'institue gouverneur militaire de la capitale. Cette lettre du général, je l'ai bien cachée. Personne ne la verra. Elle est dans mon portefeuille, sur moi, et elle y restera 24 heures sur 24. Il faut garder le secret jusqu'au bout. Paris est mon objectif, oui, mais l'objectif que j'ai fixé à ceux qui sont partis du Congo avec moi il y a 3 ans est Strasbourg. Mon vœu pour 1944 est d'atteindre cet objectif. Ce qui m'inquiète est la nomination du général Delattre de Tassigny qui doit commander les troupes françaises lors du débarquement dans le sud de la France. J'ai peur finalement que ma 2e DB passe sous son commandement. Le 11 janvier 1944, ce sont les nationalistes d'Istiqlal qui réclament l'indépendance du Maroc. Maintenant, j'ai reçu la consigne de faire régner l'ordre à Rabat, et en plus de ça, je dois faire juger les responsables par le tribunal militaire. Quelle histoire, ça ne va pas remonter le moral de mes troupes. Avant notre transfert en Angleterre, le général Kingman est venu inspecter ma 2e DB. Il a pointé du doigt la déficience en tant que destroyer. Désormais, on nous dit qu'il n'y a plus de navires pour venir nous transférer en Angleterre. Ça devient vraiment une conspiration contre moi. Ça, la France le saura. Je le dirai, elle connaîtra cette escroquerie. D'ailleurs, si cette mesure n'est pas rapportée, je demande la dissolution de la division. Je m'en vais. Je me fiche pas mal des histoires de galons et autres fadaises auxquelles pensent tous ces vieux crabes. Le jour où j'en aurai besoin, je sais très bien que je pourrai aller trouver le général de Gaulle et lui demander n'importe quoi. De rejoindre Bois-Lambert ou de me parachuter à Bordeaux. J'en ai marre du commandement allié. Un moment, ils sont pour ma 2e DB et le lendemain, ils doutent de ses capacités. Nous avons dû attendre avril 1944 pour que ma division embarque en direction de l'Angleterre. Il était temps, car De Gaulle nous a confirmé que l'assaut sur la France doit avoir lieu avant cet été. Pour remplacer le 7e chasseur d'Afrique, on me propose de la remplacer par le 2e Dragon, mais vu l'état de leur véhicule, il en est hors de question. De Gaulle va me proposer le régiment blindé de fusiliers marins, le RBFM, qui permettrait, comme il l'a dit, de laisser à ce régiment une autre trace dans l'histoire et effacerait en quelque sorte le drame de Mersel Kébir. Je ne suis pas pour, mais De Gaulle ne me laisse pas le choix. Le 14 avril 1944, la troupe du capitaine de frégate Magyar se joint à ma 2e DB.
Dès leur arrivée, je leur ai dit « Vous êtes fiers d'être marins et vous vous glorifiez probablement d'être affectés à la 2e DB. Je ne voulais pas de vous, mais je vous ai accepté parce que le général de Gaulle vous a imposé à moi. Pour marquer le coup, je leur ai interdit de porter la fourragère rouge. Pour la porter, il va falloir qu'ils se distinguent sur le champ de bataille. Et tout comme ma 2e DB, je leur impose de mettre notre insigne sur leur véhicule, la Croix de Lorraine. » Je quitte le Maroc le 17 avril avec une partie de mon état-major. Heureusement, je peux compter sur l'appui du Premier ministre britannique, Winston Churchill, car lui souhaite voir l'armée française se battre en Normandie. Plusieurs fois, il est intervenu auprès d'Eisenhower pour nous transmettre tout le matériel nécessaire et nous rappeler que notre participation à cette bataille est importante. Parce que oui, les Américains ne veulent pas voir les Français se battre à leur côté. Mes hommes arrivent enfin sur les quais gallois de Swansea, et nos véhicules doivent couvrir 400 km pour rejoindre le campement à l'East Riding, qui se situe à l'est de Leeds. Mais le War Office va m'alerter sur un grave danger de contamination de la population civile en installant mes troupes africaines et coloniales dans ce qui est le bassin de captation de plusieurs grandes villes. On nous dit qu'on va peut-être devoir déménager plus au nord ou plus au sud, à croire que nous sommes devenus des virus et qu'on peut tuer tout le monde. Pourtant, de mon côté, j'ai vu des Britanniques fleurir les drapeaux tricolores à leurs fenêtres et tous avaient l'air émus de nous revoir. Je ne comprendrais vraiment pas le commandement allié. Je vais profiter de mon arrivée pour faire connaissance avec mes supérieurs hiérarchiques, les généraux Patton et Eisenhower. Patton, lors de notre rencontre, m'a énormément marqué. Il est énergique, direct et très simple. Et puis sa vigueur physique est simple. Il tente, rectifie et s'adapte au terrain. Tandis qu'Eisenhower, lui, est quelqu'un qui aime bien suivre les plans à la lettre. Mais je constate que les deux généraux américains s'entendent bien. Il faut que je fasse attention sur le dosage de ma passion envers eux. Une fois que mes hommes se sont installés, je leur demande de rester forts et unis. Nos chars continuent de se faire insulter par les Alliés, mais ça va changer lors des futurs combats, j'en suis sûr. Il y a du changement au sein des régiments. Dans le 12e chasseur d'Afrique, le colonel Langlade cède sa place à son adjoint, le lieutenant-colonel Pierre Mijonnet. Et au 12e cuirassier, le commandant Noiret succède au lieutenant-colonel Warabio, qui lui va prendre le commandement du 501e régiment de chars. Certains viennent me voir en protestant contre la nomination du nouveau commandant de la 501e, prétextant que cet officier n'a jamais fait partie des leurs. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Il fut un temps où je les aurais tous congédiés. Mais j'ai d'autres problèmes. Je me préoccupe surtout du colonel Malaguti, qui commande l'un de mes groupements tactiques, car lui non plus n'accepte pas ces nominations et souhaite postuler pour être commandant en seconde de ma division. Je vais jouer la temporisation, peut-être que cette lubie va lui disparaître, surtout qu'on est à l'aube de la bataille. Mais Malaguti va mettre en garde de Gaulle contre mon inexpérience dans la guerre des blindés. Face à cette mise en garde, je vais répondre très sèchement face à cette insulte. Si le général de Gaulle désire, au moment où la bataille s'engage, me retirer le commandement de cette division que j'ai formée à la force du poignet et qui est maintenant un magnifique outil, j'exécuterai ses ordres. Quant à employer de nouveau Malaguti sous mes ordres directs, ceci je ne le ferai à aucun prix. La loyauté et la confiance à un pareil échelon ne souffrent pas de réserve. J'ai réussi à obtenir gain de cause. Malaguti quitte définitivement ma 2e DB et son groupement revient au lieutenant-colonel Warabio. Un autre problème me saute à la gorge. L'inspection en dernière minute du général Patton qui me fait savoir son mécontentement. Les performances des tirs de ma 2e DB ne sont pas glorieux et il me fait comprendre que l'engagement de ma division est compromis pour aller sur le futur théâtre d'opération. Le gouvernement de Sa Majesté prend la décision suivante. Ma 2e division blindée ne pourra pas être déployée le mois suivant le débarquement, mais en août. Encore une fois, comme au Tchad, nous attendons. Et nous suivons le débarquement en Normandie depuis le Yorkshire. Le 10 juin, je demande de repasser sous le commandement de Montgomery, et je vais m'emporter sur De Gaulle, qui pour moi n'est pas assez entreprenant. Il va me convoquer le 11 juin pour me faire lecture des événements. Mais il y a une chose qui ne me rassure pas. Pourquoi on ne parle pas de notre armée ? Ma division s'entraîne dur comme fer au tir, et quand nous repassons les tests de tir américains, cette fois on m'informe que c'est validé. Comme quoi, l'entraînement paye toujours. On m'annonce ensuite que ma division sera transférée en France le 16 juillet. Enfin ! En attendant, je veille très attentivement au dernier réglage, car je veux une division irréprochable pour le retour sur notre terre qui est la France. Dorénavant, une seule victoire compte, celle de la France. La première compagnie de la 2e DB, fondée par le capitaine Daniel d'Ivry, est déjà en France. Pour moi, c'est déjà un honneur de voir les premiers hommes de ma division arriver en libérateur dans notre pays. Au matin du 30 juillet 1944, j'ai écrit un texte pour ma division. Enfin, voici l'heure tant attendue. Nous voulons d'abord battre le Boche, l'ennemi maudit. Nous voulons ensuite retrouver les bons Français qui mènent depuis 4 ans dans le pays la lutte que nous menions dehors. Salut à ceux qui ont déjà repris les armes. Oui, nous constituons bien la même armée, l'armée de la libération. Debout, Français! Aidez-nous, aidez nos alliés à abréger cette bataille livrée pour sa libération, sur le sol de la patrie.
Ensuite, ma caravane qui me sert de PC quitte le quai anglais où je suis également à bord. Je vais m'assoupir quelques instants et rêver aux retrouvailles avec ma belle France. Le 31 juillet au soir, j'aperçois la plage de Utah Beach. Ce n'est que le lendemain qu'on me fait débarquer au milieu des épaves. Je pose enfin les pieds en France. Ma France. Et ça me fait une drôle d'impression. Un officier américain vient m'accueillir, le général Walker, qui avec son grand sourire me fait une poignée de main assez chaleureuse. Cette cérémonie qu'ils ont faite à mon intention, c'est pas vraiment nécessaire, et puis elle m'est insupportable. Je pars ensuite vers le village de Wesley. C'est là que le PC de ma division est stationné. Dans l'après-midi, je suis reçu par le général Patton, qui est encore euphorique de son avancée rapide vers Avranches. Il m'explique que des centaines de milliers d'Allemands sont sur le point d'être piégés dans la poche de falaise. Et nous, Français et Canadiens, sommes appelés à refermer ce mouvement d'encerclement. Une fois réussi, il m'explique qu'il faut nettoyer ensuite la Bretagne de toutes les troupes allemandes, et Patton m'avoue qu'il est tenté d'aller à l'Est. Mais moi, je ne lui cache pas que mon objectif est la capitale de la France, Paris. Il m'a répondu « plus tard ». Il n'a pas l'air de comprendre que depuis que je suis à Londres, je ne pense qu'à libérer Paris, et c'est notre devoir de soldats français. Notre baptême du feu a lieu près de la commune de Saint James, là où la Luftwaffe organise un raid sur notre division et tue 20 de mes hommes et en blesse 200 autres. Mais le lendemain, nous allons faire nos premiers prisonniers allemands, ce qui va nous encourager pour la suite. Nous avons mis 4 jours pour rejoindre notre base de départ. On a même dû contourner les lignes ennemies tellement les Allemands sont tenaces. J'ai reçu un nouvel ordre de la part de l'état-major de Londres. Ils ont nommé Pierre Billotte pour être mon commandant en second, alors qu'il n'a aucune expérience des chars. Il considère ma division comme politique et Londres souhaite ancrer dans ma division un outil de contrôle. Je ne suis pas dupe. S'il croit vraiment que je n'ai pas compris cette manigance, c'est mal me connaître. Ici, en Normandie, j'ai pu revoir mon cousin François de Haute-Cloque. Son fils Valran, dès mon arrivée, s'est engagé dans ma 2e DB. Ça ne me dérange pas, un volontaire de plus. Nous devons faire un détour par Laval, tout près de l'endroit où habite ma sœur Yvonne, dont je suis très proche. Mais la guerre n'est pas terminée, j'essaie de poursuivre les Boches tellement vite que je n'ai pas le temps de passer à Champiré pour aller la voir. Le 8 août, j'ai appris que ma division doit intégrer le 15e corps d'armée américain, commandé par le général Wade Hayslip. Ça ne me dérange pas du tout, car il est diplômé de l'école de guerre française et combattu à Saint-Mihiel lors de la Grande Guerre. Pour moi, ça me va parfaitement. Au matin du 9 août, nous devons arrêter notre avance, puisque comme l'a demandé Patton, il faut qu'on fonce vers le nord pour enfermer l'ennemi dans la poche de falaise, avec l'aide des Canadiens. On se prépare pendant une journée, et le lendemain, nous voilà enfin au cœur de la bataille. Certains de mes hommes sont inexpérimentés, et d'autres s'adaptent au climat de la France suite à un long séjour en Afrique. Je vais tout faire pour les motiver, car nous allons reprendre une bataille qui s'est arrêtée en 1940. Je quitte mon quartier général pour aller vérifier si tout est prêt et si les consignes sont respectées. Mais qu'est-ce que... Mes 2 groupements, Dio et Langlade, ne respectent rien et avancent dans les localités par les routes. L'ennemi peut se cacher dans le bocage sur leur flanc. On a à peine fait 25 km que mes généraux changent mes tactiques et ne me préviennent pas. Le bilan à cause de cette erreur est de 23 morts et 14 chars hors service. Il faut que je corrige ça. Dans la nuit même, j'envoie Guibon et Répiton Préneuf pour inciter Dio et Langlade à obéir aux ordres et changer leur mode opératoire. N'ayant quasiment pas dormi de la nuit, je saute dans une jeep à l'aube pour éviter que mes hommes ne soient pris par la torpeur. Je vais crier à un officier qui me semble manquer d'initiative « Vous ne pensez qu'à enterrer vos morts !» Je vais hurler sur mes hommes car ils tardent à entrer dans les localités alors qu'ils sont à notre portée. Je pars à la tête de mes troupes pour investir Bourg-le-Roi, puis nous partons libérer Chamfleur. Certains de mes hommes me conseillent de ne pas m'exposer au danger, mais je leur répète encore une fois de ne pas m'emmerder. Ce n'est pas un soldat ou un officier en dessous de mon grade qui doit me donner des ordres. Au soir du 11 août, nous sommes à 8 km d'Alençon. Je donne l'ordre à mes hommes de ne pas s'arrêter et de continuer l'attaque même s'il fait nuit. Je vais m'allonger quelques instants dans mon PC, quand soudain, des tirs de mortier allemands tombent à côté de mon PC. Bordel, je sors de mon lit et je vais voir en courant mon état-major pour prendre connaissance de l'état de la progression. Et là, j'apprends que les officiers ont reporté leur entrée sur Alençon à l'aube. Encore un chez qui la soumission aveugle aux ordres ne laisse aucune place à l'initiative. J'ordonne que l'on me conduise auprès de ces chefs d'unité, les colonels Noiret et Rouvillois, qui sont incapables de prendre des initiatives. Les voilà étonnés de me voir à côté d'eux. Je jette dès mon arrivée le plan d'attaque. Il faut prendre les ponts de la Sarthe, et ils doivent être pris rapidement, voire tout de suite. Je veux que mes hommes soient immédiatement réveillés, tant pis s'ils sont sur les rotules. Le capitaine Godet met en route son détachement, et au bout de quelques minutes, on s'en va prendre possession du pont Neuf qui se trouve dans le centre d'Alençon. Les troupes sont peut-être en route, mais je ne vais pas revenir à mon PC et attendre que ça se passe. Je compte bien vérifier l'avancée de mes troupes. Bon, la situation est meilleure que tout à l'heure. Je retourne à mon PC, mais c'est quoi ce véhicule qui est sur le point de nous foncer dessus ? Des Boches ! Je dégaine mon arme et tire sur les 2 occupants dans leur voiture. Le 3e décide de se rendre. Les routes ne sont pas encore totalement sûres. La preuve ? Je compte bien interroger cet Allemand pour connaître le mouvement des troupes ennemies afin d'anticiper. Mes troupes prennent possession d'Alençon.
Heureusement, car l'infanterie allemande arrive au petit matin pour essayer de reprendre la ville. Manqué, une victoire de plus pour nous. Je décide de siroter le thé de la victoire sur le pont d'Alençon quand les Américains se pointent et me demandent d'évacuer ma division à l'est, à 5 km, dans la forêt de Persaigne, pour procéder à des bombardements aériens contre la 9e Panzer Division qui s'y terre. Mais leur information est complètement fausse. Sur l'Allemand arrêté plus tôt, nous avons retrouvé des ordres spécifiant que les troupes allemandes doivent évacuer la forêt. Il n'y a plus personne dans cette forêt. Je ne vais pas aller à un endroit où il n'y a plus personne à combattre. Cette mesure américaine retarderait notre avance sur Falaise et en plus, nous avons une longueur d'avance sur les Canadiens. En colère ? Je le suis. Ma canne en paye souvent les conséquences, car quand je suis en colère, je la tape contre le bitume. Une nouvelle me parvient. Le capitaine Chambon a pris l'initiative et a réussi à faire suspendre les raids aériens. Cette initiative m'aidera à me calmer, c'est vrai. Je ne suis jamais à mon PC pour suivre les nouvelles de mes troupes. Mais le lieutenant-colonel Saint-Hillier va remédier à ce problème et va m'obtenir une radio, qui va me suivre en permanence dorénavant. Maintenant, nous nous rendons à Argentan, mais au cours de notre périple, il y a la forêt des Couves. Un résistant est venu vers moi pour me confirmer que dans la forêt se cachent 2 divisions de Panzer. Je dois rectifier mes plans. Le GTV de Billiot doit contourner la forêt par l'ouest, même si le général Eslip a attribué ce secteur aux Américains. Par contre, je n'avais pas prévu que les blindés de Billiot allaient se heurter à la 5e division blindée américaine, qui doivent également aller dans le village de C. Mais ma 2e DB a réussi à encercler la forêt pour prêter main forte au sous-groupement Roumiansov et au GTL, pour finir ce nettoyage qui sera terminé le soir du 12 août. Une vraie partie de chasse. Pour récompenser mes hommes qui ont fait un travail remarquable, je leur donne l'autorisation de se reposer dans la forêt. Preuve pour les Alliés que la forêt est sécurisée. Le lendemain, nous continuons d'avancer vers Argentan. Le général Léonard Guiraud, commandant le 5e corps d'armée américain, me fait savoir qu'il n'en peut plus de voir ma division empiéter sur son terrain. Je transmets un message au capitaine Arnaud et je lui donne ordre de lui dire « Dites à Langlade que si cet Américain est un con, ce n'est pas une raison nécessaire pour qu'il en soit un aussi. » Le général Patton, lui, est satisfait de voir Argentan investi aussi vite par nos troupes. Je reçois un nouvel ordre. Je ne peux plus avancer. Ma division doit même reculer derrière l'Orne. Encore une connerie de plus. Si l'on ferme pas la poche de Falaise rapidement, des milliers d'Allemands pourront s'enfuir. Avec Patton, nous sommes d'accord sur le responsable de cet arrêt soudain de nos troupes. Oui, il s'agit de Montgomery, l'éternel jaloux, parce qu'on avance plus vite que ses troupes. Mais en réalité, on a su plus tard que c'était le général Bradley, le responsable de cet ordre. Je vais installer mon PC à Fleuret, et 5 jours plus tard, je suis pris sous le feu de l'artillerie ennemie. Mais je m'en sors encore une fois indemne. Patton, lui, a réussi son coup. Sa revanche sur Montgomery est en bonne voie. Ah, la chance qu'il a. Moi, je commence à comprendre finalement que la libération de Paris ne sera pas pour nous. Le 15 août 1944, j'ai appris que le débarquement dans le sud de la France commandé par le général Delattre de Tassigny a réussi. Désormais, les Allemands sont pris en étau. Mais dans une lettre, je supplie Patton de nous laisser libérer Paris. Nous sommes prêts à faire tout ce que vous me demandez. Mais voir d'autres camarades entrer à notre place dans notre capitale serait pour mes officiers et mes hommes une telle déception que vous ne pouvez nous l'imposer. Nous ne voulons y entrer que 24 heures, car avant et après, nous voulons continuer à nous battre sous vos ordres. Si cet honneur nous était refusé, je vous demanderai à être relevé de mon commandement. N'ayant pas de réponse à ma lettre, je suis allé le voir directement. « Cessez de vous comporter comme un enfant », m'a-t-il répondu. « Je n'accepte pas que les commandants de division me disent où ils veulent combattre, et puis de toute façon, je vous ai laissé le secteur le plus dangereux. » Patton, qui est aux côtés de Bradley, me délivre la réponse que je suis venu chercher. Ma division aura l'honneur de libérer Paris. Je peux enfin faire route vers mon PC, mais je ne suis pas soulagé pour autant de cette décision, car je n'ai pas encore eu de date pour libérer Paris. En attendant le feu vert, je suis la progression des troupes de Patton, qui est, je dois l'avouer, assez fulgurante. Il n'est plus qu'à 90 km de Paris, et pour sa gloire personnelle, il est capable de libérer la capitale. En attendant, on me donne l'ordre de refermer la poche de Falaise. Un combat d'arrière-garde, super. En plus, les Américains m'annoncent qu'il n'y aura pas assez d'infanterie pour combattre, et les Allemands vont se défendre avec l'énergie du désespoir. Je décide de refuser d'exécuter cet ordre. Je propose au général Gaffy de n'engager que le GTL à hauteur de train à 10 km de Falaise. Finalement, il accepte. Mais je souhaite retenir ce groupement au maximum, car quand on aura reçu l'ordre d'aller à Paris, je veux qu'elle puisse prendre la route vers la capitale. Le 17 août, on m'a appris que ma division n'est plus sous les ordres de Patton, mais désormais ma 2e DB dépend du général Courtney X. Hodges, qui lui me donne l'ordre de ne pas bouger. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les habitants à Paris se sont soulevés. Il faut que ma 2e division arrive pour les aider. Seul De Gaulle peut persuader le haut commandement américain de laisser ma division libérer la capitale. Je ne peux plus attendre. Tant pis. Je donne l'ordre à un détachement blindé de se diriger vers Paris.
J'en informe De Gaulle, et je lui ai aussi dit que je ne pouvais pas envoyer toute ma division du fait du manque de carburant, mais également pour éviter de violer ouvertement toutes les règles de subordination militaire. De Gaulle accepte et choisit Guillebon pour être l'un des premiers à rentrer dans la capitale et le désigne comme gouverneur militaire par intérim. Après que mes troupes ont réussi à réaliser 200 km inaperçus au sein des troupes américaines, le haut commandement américain ont su pourquoi la 2e DB était présente à leur côté. Le général Guiraud me demande que ma division fasse demi-tour. Ça, c'est hors de question. Je décide de me rendre au QG de Bradley pour lui exprimer mon désaccord sur cet ordre de repli qu'on me demande de faire. Mais Bradley est en réunion avec Ike et je ne peux pas le voir. Si nous n'aidons pas la résistance intérieure à libérer Paris, demain elle sera complètement balayée. Ike décide de laisser ses officiers libres de choisir quelle division sera envoyée à Paris. Et c'est finalement Bradley qui m'annonce au soir que la 2e DB peut libérer la capitale. C'est ce que je voulais entendre. Je me rends immédiatement à mon PC de Fleuret pour hurler à ma division « Mouvement immédiatement sur Paris !» Grâce à l'attente chez Bradley, j'ai appris énormément d'informations sur le commandant Cocteau-Gallois que le colonel Roll Tanguy, le chef des FFI de la capitale, avait envoyé auprès des Alliés pour avoir de l'aide rapidement. Tard dans la nuit, Guiraud m'appelle pour m'annoncer que je serai à la tête de 2 colonnes blindées qui doivent converger au sud-ouest et au sud pour se rejoindre ensuite dans la capitale. Aucune troupe ne peut avancer sur Paris avant la fin de la trêve. Je dois donc m'arrêter sur la ligne Versailles-Palaiseau. Je vais décaler l'heure de départ à 6h30 afin de permettre à la division de combler le trou de 200 km. J'atteins Rambouillet dans la matinée du 23 août, mais tout à coup, j'aperçois Guillebon à mon PC. Je n'avais pas reçu son message sur le fait qu'il voulait prendre l'initiative d'entrer sur Paris et suite à des sévères difficultés qu'il a rencontrées sur la route de Versailles, il a décidé de rebrousser chemin. Ce n'est pas possible ça. Je suis obligé pour le coup de stopper mon avancée sur Paris et de la reporter au lendemain. De Gaulle, lui, me rejoint dans l'après-midi et me fait savoir que j'ai de la chance. La chance de quoi ? Pour moi, Paris est une cible militaire qu'il faut reprendre aux mains de l'ennemi. Après avoir repris la capitale, là je pourrais arborer un sourire. Le 24 août au matin, le GTL reprend la route dans les pas de Guillebon, au sud-ouest de Paris, et le GTL, lui, avance au nord depuis Limours. C'est là que j'ai appris que les Allemands veulent détruire Paris. Si ce général von Choltitz en donne l'ordre, je le traiterai comme un criminel de guerre. Il sera prévenu de mon arrivée et de ma menace par un message donné par le général Chaban, qui est délégué militaire national. L'axe sud sera prioritaire. Le GTV et le GTD seront les premiers à avancer sur Paris. Au soir, Bilotte est à 7 km et Langlade à 2 km de la capitale. Pour les Américains, nous avons échoué. Bradley souhaite envoyer sa 4e division d'infanterie sur Paris. Il faut que je réagisse vite, mais le problème, c'est que je ne sais pas communiquer avec Langlade. Les communications sont calamiteuses. Et Bilotte reporte au lendemain son attaque sur la prison de Fresnes. Je dois aller régler cette histoire en première ligne. Je vais hurler auprès du GTV de n'avoir pas obéi à mes ordres, car je leur avais dit de ne pas passer sur les grands axes qui seront contrôlés par les Allemands. Il faut que je réfléchisse à une autre solution, et vite. Mais qui vois-je là ? Le commandant Drone. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» lui dis-je. Il m'a alors prévenu qu'il devait s'obstiner à dépasser le carrefour de la Croix de Berny. Je lui ai répondu « Il ne faut jamais exécuter les ordres, idiot. Drone, filez droit sur Paris. Entrez dans Paris. » Je lui donne le renfort des chars Montmirail, Romilly et Champaubert du lieutenant Michard, ainsi que les sections de sapeurs de l'adjudant-chef Cancel. Il va s'enfoncer par les artères secondaires et atteindre en 3/4 d'heure la porte d'Italie. Grâce à un civil, il slalome avec ses chars entre les barrages ennemis jusqu'à la Seine, où il va traverser ensuite le pont d'Austerlitz. À 21h22, le détachement prend enfin ses postes de combat sur le parvis de l'hôtel de ville. Le lendemain matin, alors que je me rase près de ma Jeep, des gens me reconnaissent et crient mon nom. Je n'en tire aucune gloire, car des hommes meurent pour faire de ce jour un jour historique. Après m'être rafraîchi, je me dirige sur la place d'Enfer Rochereau avant de pouvoir gagner la gare de Montparnasse où je peux être en contact avec mes différents groupements. À 10h, Bilotte présente un ultimatum à von Choltitz. Mais quand je suis arrivé à l'île de la Cité, 3 heures plus tard, ce dernier n'a toujours pas donné sa réponse. J'en ai marre d'attendre. Je décide d'envoyer le chef de mon 2e bureau, Répiton-Préneuf, pour qu'il me ramène le gouverneur allemand. Le convoi file désormais vers la préfecture, avec à son bord le commandant Jean de la Horie et le général von Choltitz qu'il vient de faire prisonnier. Je me rends dans la salle de billard et à ce moment-là, je murmure « Maintenant, ça y est, nous avons gagné ». Le général est devant moi, mais je ne lui serre pas la main pour autant. Il me fait comprendre que comme il est prisonnier, il ne peut plus donner d'ordre. Je lui force un peu la main pour qu'il signe en bas de la convention de reddition. Roll Tanguy, qui a fait le plus gros travail dans cette bataille, signera également le document. Sur le document, on reconnaît que le général allemand commandait uniquement le Grosse Paris. Je dois rencontrer De Gaulle à la gare Montparnasse. Ce lieu de rendez-vous était prévu depuis Rambouillet. Von Choltitz va signer ses derniers ordres pour dire à ses soldats d'arrêter les combats. De Gaulle arrive vers 17h, et là, j'ai le droit de me faire remonter les bretelles, parce que j'avais laissé Roll Tanguy, qui est un communiste, signer la reddition.
Pour moi, il avait le droit de signer, car il fait partie des combattants de la résistance qui ont énormément de bravoure. Mais bon, De Gaulle va vite passer à autre chose, fort heureusement pour moi. Désormais, je me retrouve dans un sacré dilemme. Les Américains me donnent l'ordre de réduire les dernières poches de résistance dans et autour de Paris, tandis que De Gaulle, lui, réquisitionne ma 2e DB pour encadrer son défilé de la victoire, qui est initialement prévu le 26 août. Je ne peux pas me scinder en deux pour satisfaire l'un ou l'autre. Dans un premier temps, je décide d'aller rendre visite à mes blessés, et j'envoie des patrouilles dans le nord de Paris, où il y a encore des poches de résistance à nettoyer. Mais le 26 août à 15h, ma 2e DB assure la sécurité du défilé. Moi, je suis également présent, mais par respect, je me tiens derrière De Gaulle, car c'est lui notre chef. Une fois arrivés à Notre-Dame, nous entonnons le Magnificat, un chant qui est un symbole pour moi. Le 27 août, après avoir savouré un bain de foule fêtant la libération de Paris, les affaires reprennent. Nous devons repousser les Allemands qui souhaitaient prendre le contrôle de la capitale. Mais je dois rentrer chaque soir aux Invalides, car je suis atteint d'une crise de paludisme. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à donner des ordres. J'accuse le coup, parce que ma division est laissée en pointe, et pour le bien de mes hommes, quelquefois je ne peux pas obéir aux ordres que les Américains me donnent. Aux Champs-Élysées, je rencontre le général Guiraud qui me reproche d'être indiscipliné. Dès qu'il a fini sa phrase, je lui réponds « Lorsque vos ordres se traduisent par des conneries, c'est pas une raison pour que je les exécute. » C'est arrivé le jour où les troupes américaines devaient défiler sur les Champs-Élysées. Enfin, ma 2e DB est relevée par les Américains. Les coups de gueule, ça vaut parfois le coup dans certaines situations. Pendant mon repos, qui va être très court, je profite pour écrire une lettre à De Gaulle, le prévenant que tous les résistants sont de braves combattants, mais que certains d'entre eux sont des racailles et que j'ai peur qu'un jour il y ait une guerre civile au sein même de la résistance. Je lui conseille donc de ne pas être trop clément à l'égard de la résistance intérieure et qu'il faut une révolution politique pour éviter de revenir à l'ancien régime. Je refuse donc catégoriquement que ma 2e DB serve de force de police à Paris, car j'ai fixé un objectif que j'ai promis à mes hommes, qui est Strasbourg. Pour le moment, il faut remplacer les hommes que nous avons perdus. Les volontaires ne manquent pas, et moi je vais intégrer mes 2 fils aînés, Henri et Hubert, mais dans des régiments différents, et ils auront le même traitement de faveur que mes hommes. D'autres membres de ma famille s'engagent également dans ma 2e DB. Même Jean Gabin rejoindra les rangs, je suis moi-même impressionné. Nous réintégrons le 15e corps d'armée sous les ordres du général Wade Hayslip. Désormais, nous prenons la route vers l'Est. Il sera peut-être trop tard pour libérer les villes françaises, mais assez tôt pour entrer en Allemagne avec les Alliés. Le 9 septembre 1944, nous arrivons à Colombey-les-Deux-Églises, où je constate que la maison de Gaulle a été mise sous scellé par Vichy. Nous devons atteindre la Moselle. Nous allons nous retrouver face à face avec la 112e Panzerbrigade à une quinzaine de kilomètres d'Épinal. Face aux forces allemandes, je dois attendre les renforts, je n'ai pas le choix. Mais grâce à l'aviation, à l'artillerie et aux blindés, les Allemands ont subi une grosse raclée et ont perdu les 2 tiers de ces panzers. Dompierre est ma première grande victoire lors d'une bataille blindée. Face à cette victoire, le général Patton me remet 4 jours plus tard la Silver Star. Je vais blâmer l'un de mes officiers qui a franchi la Moselle, au risque d'une attaque allemande, car eux sont en position et sont prêts à en découdre. Je donne l'ordre à Biot de basculer ses troupes de l'autre côté de la Moselle. Mais j'ai su qu'il avait fait des manières avec la voiture civile qu'il a réquisitionnée. Cette fois, c'en est trop. Je vais essayer d'obtenir son départ en l'envoyant de toute urgence à Paris, en prétextant qu'on avait besoin de lui là-bas. Mais finalement, c'est lui qui a pris l'initiative de partir. Du coup, je confie le commandement du GTV à Guibon, en qui j'ai entièrement confiance. Je dois rester sur place dorénavant, car les Alliés se concentrent sur la Belgique. L'attente et encore l'attente, la chose que je déteste le plus. Depuis mon PC au château de Gébervilliers, je vois l'apparition de la neige et de la boue qui engluent mes blindés. On m'a proposé un poste à l'état-major de Paris, mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je souhaite rester au cœur de l'action avec mes hommes. Le 29 septembre, on m'apprend que ma division est rattachée à une autre unité française, qui, elle, a débarqué en Provence. Le problème, c'est que la doctrine est différente. Les blindés doivent être au service de l'infanterie, alors qu'avec Patton, ce sont les blindés qui doivent agir avant l'infanterie. L'automne tombe petit à petit. Le froid s'installe à mesure que le temps passe et nous devons attendre. Je vais passer un court séjour à Paris, où De Gaulle me rassure sur le fait que ma division ne servira pas à faire des opérations de police à l'arrière. Mais je m'aperçois que la révolution politique que je voulais n'existe pas. On revient même petit à petit à la politique de la Troisième République. Je vais confier à René Pleven que je suis prêt, s'il le faut, à accepter une place au gouvernement, car il y a 2 mois, quand je préparais un ordre d'attaque, j'avais vraiment l'impression de faire l'essentiel. Aujourd'hui, quand j'en prépare un nouveau, j'ai l'impression de me livrer à un travail accessoire. Après un mois d'immobilisation, voilà que j'ai un nouvel ordre de mission.
faire tomber Baccarat, qui est la dernière ligne de défense allemande qui barre la route de Strasbourg et de l'Allemagne. Grâce à l'aide de la résistance locale, j'ai réussi à bien préparer mon opération. Je vais attaquer là où on m'attend le moins. Je vais diriger mes troupes plus au nord, dans la forêt de Mondon, où le génie est en train de créer des voies de progression dans un brouillard qui est parfait pour l'occasion. Le 1er novembre, c'est le jour de l'attaque, le jour où ma division va se confronter à l'ennemi. Lors de cette bataille où les Allemands ont pris leurs jambes à leur cou, 45 de mes hommes sont tombés. L'ennemi, lui, en a perdu le double. Mais après cette belle réussite, maintenant mon objectif est Strasbourg. C'est mon destin d'arriver dans cette ville en réussissant à tenir ma promesse. Mais les Américains me donnent l'ordre d'aller à Haguenau. Je vais alors parler de ça au général Elslip pour qu'il en réfère à Eisenhower et Bradley. Et le 10 novembre, on me donne l'ordre de soutenir l'infanterie américaine qui doit prendre Saverne. Nous nous mettons en route pour Saverne, mais les combats sont tellement violents que le 18 novembre, je perds mon ami et mon camarade de Saint-Cyr, le commandant de Laurie. Je suis sous le choc de cette perte, mais il faut que je me reprenne car ma division avance trop lentement. Je vais de nouveau aller en première ligne, où j'entends les balles et les obus siffler à côté de mes oreilles. Je vais envoyer les sous-groupements pour passer par 2 portes dérobées au nord et au sud. La forêt pour le groupement rouvillois et l'école pour le groupement de Massu. C'est vraiment périlleux comme endroit, mais je sais que cet endroit ne sera pas gardé. Le 19 novembre, le jour de l'attaque, je crie à mes hommes « Foncez comme des brutes !» Le 21 novembre, nous réussissons enfin à avoir la plaine d'Alsace à nos pieds. C'est par l'est que nous prenons Saverne, et en plus, nous faisons 800 prisonniers allemands. Dorénavant, je dois attendre l'infanterie américaine. Mais j'envoie ma division vers l'est et je vais user de tous les stratagèmes pour que le général Devers, commandant le 6e groupe d'armée, soit averti le plus tard possible. Désormais, ma division fonce sur Strasbourg. Mon objectif est presque à ma portée. C'est le 23 novembre que le Rouvillois perce la carapace de forts et de fossés anti-chars qui protègent Strasbourg. Mais les Allemands sont résistants. Heureusement, le GTV et Massu entrent par le sud et par le nord en début d'après-midi pour annihiler méthodiquement toutes les poches de résistance. J'arrive à Strasbourg dans la soirée. Mais il faudra attendre 2 jours pour que le commandant de la place, Franz Waterroth, propose la reddition de ses troupes. Enfin, Strasbourg. Comme je l'ai spécifié à De Gaulle, c'est la plus haute récompense et le terme d'une lutte très dure. En plus, j'ai failli me faire tuer par un obus qui est tombé sur le Kaiserpalast. Je suis enragé. Du coup, j'ai fait arrêter 5 otages civils qui sont parmi les employés allemands et des dizaines d'agents de la Gestapo. Ils seront fusillés pour chaque militaire français tué. Les Allemands font des menaces de représailles sur mes propos et les Américains, eux, leur font savoir que la Convention de Genève sera respectée. Finalement, je me suis plié aux consignes américaines. Je ne suis pas un général comme les autres. Je vois enfin mon rêve se réaliser, comme la promesse que j'ai faite à Koufra. Les Américains me reprochent de ne pas avoir obéi aux ordres et ont peur que ma division reste à Strasbourg et qu'elle n'avance plus. Sauf que la 7e armée américaine est longue à venir prendre notre relève. De plus, j'ai envoyé des troupes de reconnaissance pour aider à piéger les Allemands dans la poche de Colmar avec les troupes du général Delattre de Tassigny. En plus, on accuse ma 2e DB d'avoir pillé Strasbourg et fait une fête de tous les diables plutôt que de réaliser des manœuvres. Ces accusations sont excessives, ma division n'a pas pillé Strasbourg, on marche sur la tête. Le 28 novembre, je laisse la 7e armée prendre la relève. J'envoie ma division vers la poche de Colmar. Mais les plans vont soudainement changer. Le 6e groupe d'armée donne à Delattre toute autorité sur toutes les unités alliées à l'assaut de Colmar, dont ma 2e DB. En plus, Delattre propose de faire éclater ma 2e DB, ma division, dont les hommes sont pour moi comme mes enfants que j'ai vu grandir, une division que j'ai créée. Je ne vais pas démissionner pour autant. Je réclame de l'infanterie pour pouvoir consolider l'action de mes chars, mais demande refusée. Delattre me demande d'exercer une pression sur les troupes allemandes à une 30aine de kilomètres au nord-est de Colmar. Il renforce ma division avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes, le 1er RCP. Mais la conquête de Bindernheim est une véritable catastrophe pour nos troupes. Le commandant Fort va me décrire comme quelqu'un de méprisant et qui n'aime pas les soldats qui n'appartiennent pas à ses troupes. Tu parles. Je vais aller à Paris demander à De Gaulle de plaider sur le retour de ma division dans l'armée américaine. Mais De Gaulle n'est pas là, il est à Moscou pour le traité d'alliance et d'assistance mutuelle avec l'URSS. C'est le ministre de la guerre qui écrit une requête demandant le retrait de ma 2e DB de la 1re armée. Le 20 décembre 1944, j'ai appris que finalement je dois rester sous les ordres de Delattre. J'envoie le colonel de Langlade pour demander à De Gaulle de proposer que ma division soit une force de police dans les régions les plus agitées de France. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour échapper à son autorité. Le colonel de Langlade m'a rapporté que De Gaulle s'est emporté face à ma demande et m'a demandé d'obéir aux ordres et que je devais le laisser tranquille. Je ne compte pas me laisser faire. Je vais profiter de la venue de Gaulle qui vient passer Noël au sein de la 2e DB pour lui remettre ma lettre de démission. Une lettre un peu salée, certes, mais De Gaulle va réussir à me remonter le moral. Je décide de rencontrer Delattre à Waslon le 1er janvier 1945. Mais cette rencontre va finir en dispute.
Jusqu'à cette nouvelle qui est soudaine. Hitler a ordonné à ses troupes de contre-attaquer dans les Ardennes. J'ai reçu l'ordre de colmater la brèche en Lorraine, que par la suite je vais devoir laisser au 15e corps d'armée américain. Je bascule le GTL de l'autre côté des Vosges pendant la nuit du 3 et 4 janvier. Il faut tenir Strasbourg. Le général Delattre est autorisé à renforcer la 3e DIA qui est déjà présente dans la ville. Il faut tenir. La décision tombe. Ma 2e DB doit finalement attendre, car on a reçu l'ordre d'être transféré en Lorraine. Le général Garbet appelle ma division au secours. J'ai proposé l'envoi du groupement Guillebon, mais le commandant américain refuse, donc je dois attendre. En attendant, je vais retaper ma division en demandant de nouveaux blindés et des ravitaillements. Je réfléchis également à l'avenir que De Gaulle me trace, c'est-à-dire la formation d'un nouveau corps d'armée dont je recevrai le nouveau commandement. Je me pose beaucoup de questions, car après la création de ce nouveau corps d'armée, c'est pour être sous les ordres de qui ? De Delattre ? Je ne resterai pas plus de 8 jours sous son commandement. Et puis, céder ma 2e DB à qui ? Je ne peux pas me résoudre à laisser ma division à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup trop dur pour moi. Le 11 janvier 1945, le général Devers annonce le retour de ma 2e DB au sein de la première armée, pour résorber la poche de Colmar. Je ne dis rien, je ne fais qu'obéir aux ordres. On me demande d'introduire ma 2e DB dans le secteur qu'on m'a attribué, c'est-à-dire au bord de l'île, entre Sélestat et Strasbourg. Ma division est dépecée en groupement au profit de la première DFL et de la 3e DIA qui lance l'offensive le 20 janvier. Mais c'est une véritable boucherie, à cause de l'orgueil de Delattre qui s'est obstiné à attendre avant d'attaquer Colmar. Le 28 janvier, lors des affrontements à Grossenheim, le GTV déplore encore plus de pertes que durant toute l'épopée de la libération de Strasbourg. Je ne peux pas regarder de bons soldats mourir à cause d'ordres stupides. Je suggère à Montsabert d'arrêter l'assaut et d'attendre le renfort de l'aviation, de l'infanterie, de l'artillerie, mais il refuse. Je me rends alors à Vittel, chez le général Devers, pour lui expliquer la situation et je demande que ma 2e DB ne soit plus sous l'emprise de Delattre. Le général Devers pense que ma 2e division est une excellente division, quand elle le veut. Quand elle ne le veut pas, elle est complètement inutile. Et pour mon cas, il pense que si j'avais été dans l'armée soviétique, j'aurais été fusillé, et dans l'armée américaine relevé de mon commandement. Tout ça à cause de mes coups de gueule pour essayer d'enlever ma division dans un corps d'armée qui ne veut pas d'elle. Nous avons essayé de nous revoir face à face, Delattre et moi, mais ça a une nouvelle fois fini en dispute. Le 3 février, finalement, j'ai eu l'information de Paris disant que ma 2e DB est transférée au sein du 21e corps d'armée du général Milburn. Le 8 février, nous allons réaliser la jonction avec la première DB française à Fessenheim. Le 11 février 1945, De Gaulle vient saluer la 2e DB et à cette occasion, il m'a remis la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Le 28 février, nous sommes retirés du front et nous devons aller à Châteauroux. Je suis à la fois heureux d'échapper à Delattre, mais j'ai peur de finir la guerre l'arme au pied. À la mi-mars, les troupes de Delattre franchissent le Rhin, tandis que moi, je reçois l'ordre de mettre fin à la poche de Royan. C'est stupide comme attaque, en plus d'être meurtrière. Ces poches vont cesser d'elles-mêmes suite à l'effondrement du Reich. J'ai sollicité De Gaulle, puis Juin, Devers et l'Armina, mais rien n'y fait. Je vais devoir aligner mes blindés pour l'opération Indépendance. Je me rends le 13 avril à Montpessé, à Saint-Romain-de-Bernay. Les blindés de Dillot et Langlade sont désormais engagés. Si c'est mon ticket pour aller en Allemagne, alors on va briser cette poche. J'observe la position de mes hommes en hauteur quand un bombardement allemand survient dans ma zone. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Mais pas mon aide de camp et mon garde du corps qui sont blessés. Le commandant Personne, lui, a été tué. Entre le 14 et le 16 avril, lors de la campagne des huîtres, comme l'ont surnommé mes hommes, 364 de mes hommes sont morts pour conquérir la poche de Royan. Une véritable boucherie pour avoir un ticket pour l'Allemagne ou pour l'Autriche. J'espère que ça va en valoir le coup. Après ma sortie du bureau du général Juin, je rencontre par hasard le général Walter Bedell-Smith, le chef d'état-major d'Eisenhower. Je vais lui parler de l'importance d'envoyer ma 2e DB en Allemagne. Et finalement, ma division est rattachée à la 7e armée américaine. Devers, lui, continue à jouer avec mes nerfs. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps pour penser à ces sottises, car mon père que j'ai revu en septembre vient juste de disparaître. Et je ne peux même pas aller à l'enterrement. Je pense qu'il le comprendra de là où il est. J'ai pour objectif Munich, qui est le fief du nazisme. Mais une nouvelle fait écho partout. Adolf Hitler s'est suicidé à Berlin. Ah bah ça alors ? C'est comme ça que tout va s'arrêter ? Ma division est affectée au 21e corps d'armée américaine, qui doit se diriger vers le sud des Alpes. Mais les montagnes sinueuses, ce n'est pas trop recommandé pour les blindés. Du coup, je souhaite aller à un endroit, là où Hitler sirotait son thé ou je ne sais quoi sur cette terrasse. Oui, ce lieu est Berchtesgaden. Ce sera un lieu symbolique pour mes hommes et pour la France. Il y a une centaine de kilomètres qui nous séparent de notre objectif. On va le faire en courant, surtout que j'ai su que les Américains couraient également après cette gloire. Comme j'ai dit à mon aide de camp, on ne peut pas faire ça à tous ces types qui sont venus du Tchad et qui se battent depuis 4 ans.
Nous avons rencontré un barrage ennemi dans le village d'Inzel, et après des échanges violents, ce n'est que le 4 mai que nous avons réussi à passer. En soirée, le capitaine Dehaene et quelques-uns de ses hommes continuent à pied, mais 25 km de montagne sont encore à parcourir. Le général américain O'Daniel sécurise le pont sur Salar et interdit l'accès aux autres divisions. J'en crois pas mes oreilles. Ma division se retrouve dans un embouteillage, tel qu'on se croirait au début des vacances. On n'est plus qu'à 10 km de Berchtesgaden. Au milieu de l'après-midi, je suis allé voir O'Daniel pour qu'il laisse passer ma division, mais il refuse. Je vais alors hausser le ton sur lui. Mais il affirme qu'il me laissera passer que quand il le voudra. Les Américains sont donc arrivés les premiers à Berchtesgaden. Il était environ 16 heures quand j'ai regardé ma montre. Finalement, il autorise quelques convois français. Je suis en tête avec ma division. Le capitaine Touilleras, qui est passé dans la ville en juillet 1940 dans un train qu'il menait dans un camp de prisonniers, sait que le chalet d'Hitler, le Berghof, est situé sur un plateau en surplomb de Berchtesgaden. Je laisse le capitaine aller sur les lieux et trouver l'endroit où ce cher Hitler était. Il envoie un message disant qu'il a besoin du renfort, car les SS ont mis le feu au Berghof. Très bien, alors en route. Grimpons pour aller voir ce que les hauts dignitaires nazis contemplaient. Nous avons su également qu'il y avait le Nid d'Aigle, où Hitler aimait faire de petites festivités. Je laisse le capitaine Touilleras grimper le premier. En attendant, je visite des souterrains qui regorgent d'œuvres d'art et de 20 millésimes volés dans toute l'Europe. Certains s'adonnent au pillage, mais ça ne me correspond pas, je n'aime pas ça. Après avoir rassemblé les objets prélevés aux nazis, ils seront distribués à tous les hommes de la 2e DB. Même les blessés que je n'oublie pas auront leurs souvenirs à emporter avec eux dans leur foyer. Le drapeau français est désormais hissé au-dessus de l'antre du nazisme. J'ordonne toutefois à ce que des patrouilles soient faites pour être prêts à répondre à toute menace. Nous avons retrouvé l'un de nos hommes disparus, Raymond Peters, retrouvé avec 2 balles dans la tête. Pauvre gamin, il n'avait que 25 ans. Le fanatisme de certains dans les troupes ennemies ne redescendra donc jamais ? Nous non plus, surtout après avoir découvert l'univers concentrationnaire comme Dachau, où j'ai su ce qui s'y était passé. Comment est-ce possible encore au XXe siècle de faire subir ça à des hommes ? L'odeur dans ce camp, je ne l'oublierai jamais. La mort, elle était partout dans le camp. Surtout quand j'ai remarqué le regard chez certains individus. C'était un regard vide, comme si leur âme avait disparu. Certains avaient même peur de nous voir tellement ils ont été traumatisés. Ouais, certains pensaient qu'on était des Allemands. D'autres m'ont reconnu en criant « Mais c'est le général Leclerc !» Je ne pensais pas que j'étais connu à ce point, mais venant d'eux, après tout ce qu'ils avaient vécu, cela me bouleversa profondément. Le 6 mai, je décide d'assister à la messe dominicale dans l'église de la ville, pour mieux comprendre comment la population a pu vivre tant d'années sous le joug nazi, alors que moi, à l'heure actuelle, je ne supporte pas ce pays. J'ai eu un entretien avec le curé après la messe, et franchement, il me désole au plus haut point. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant du camp qui se trouve juste à côté. Il se fout de moi, là. Comment il a fait pour ne pas voir la fumée des cheminées du camp pour faire disparaître les corps ? C'est vraiment insensé. Ça me désole de voir un curé réagir comme ça. Même les prêtres ont été endoctrinés ici ou quoi ? Ça m'en a tout l'air. On me ramène 12 prisonniers à mon PC de Bad Reichenhall. Cette fois, je me déplace en personne, car il s'agit de Français, membres de la division SS Charlemagne. Je leur ai demandé « N'avez-vous pas honte de servir sous cet uniforme ?» L'un d'eux va me répliquer en me disant « Et vous, vous portez bien l'uniforme américain ?» Quel culot de me dire ça. Je demande à mes hommes de les éloigner de ma vue. Dans l'après-midi, ils ont tous été fusillés. Sur cet acte, je vous demande de ne pas me juger trop sévèrement, car chacun aura son opinion sur le sujet. Je pense même que des historiens à l'avenir vont chercher des preuves me rendant coupable ou non pour cette fusillade. Cet ordre vient-il de moi ? Peut-être qu'à l'avenir vous le saurez, mais je vais vous donner un petit conseil. C'est de laisser le pouvoir divin me juger pour cet acte, car lui ne se trompe jamais. Le 8 mai 1945, j'ai su qu'hier, le 7 mai, le général Jodl a signé l'acte de reddition de toute l'armée allemande à Reims, dans le quartier général d'Eisenhower. Mais les soviétiques ne sont pas d'accord, alors un deuxième acte est signé ce jour. Ce n'est pas moi le représentant de la France, mais le général Delattre de Tassigny. La guerre en Europe se termine ici, mais elle continue en revanche dans le Pacifique. Le 18 mai, je retourne voir les déportés de Dachau, et cette fois je leur ai écrit un petit mot. Nous avons lutté pour la même cause. Nous sommes passés par les mêmes phases, éloignés les uns des autres de la France, sans nouvelles des nôtres. La souffrance a été glorieuse pour nous, dure et humiliante pour vous. Votre souffrance dans le silence vous confère plus de mérite qu'à nous, qui étions soulevés par l'enthousiasme. Pour aider les Français détenus à Dachau, je ramène mes camions remplis de nourriture et d'eau pour eux, même si les Américains ne veulent pas. Je m'en fiche, ce sont nos citoyens qui sont là, et après ce qu'ils m'ont raconté, je pense que je verrai cette guerre d'un œil différent. Comme avait dit Eisenhower, nous nous sommes battus pour ça, pour que toute cette souffrance se termine enfin.
Je commence à y croire désormais. Je suis un général de corps d'armée, avec la Grand Croix de la Légion d'honneur, et je sais qu'un jour mon destin m'éloignera de ma 2e DB, ma division fétiche. Le 23 mai, je suis en route pour Paris, et mes unités, elles, se rassemblent à Fontainebleau. C'est là que je retrouve mon épouse, mes enfants, ma famille. Je ne voulais pas quitter mon nom Leclerc, alors on m'a accordé de l'ajouter à mon patronyme, qui sera Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Voici ma nouvelle identité pour moi et ma famille. Je souhaite vivre au Maroc et m'occuper des affaires civiles, comme je le faisais au Cameroun. Mais De Gaulle m'a demandé de prendre la tête du commandement expéditionnaire d'Extrême-Orient, car l'Indochine est toujours occupée par le Japon, qui est encore notre ennemi. Le général MacArthur est ravi d'avoir le renfort de nos troupes, mais comme nous n'avons pas de navire, nous ne pourrons intervenir qu'en mars 1946. Ce jour est enfin arrivé. Je dois faire mes adieux à ma 2e DB. Le 18 juin 1945, je vais défiler à la tête de ma division à bord de mon char qui se prénomme Tailly, sur les Champs-Élysées. Le 22 juin, je prononce mon dernier discours devant mes hommes à Fontainebleau. Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous Koufra, Alençon, Paris, Strasbourg. Retrouvez vos camarades, recherchez vos chefs et continuez en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Je vous quitte, mais je ne quitterai pas l'insigne de notre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. Ce n'est pas sans émotion que je vois pour la dernière fois ma 2e division blindée, la division que j'ai créée, que j'ai vue évoluer, grandir. Il est temps pour moi de commencer une nouvelle histoire. Dio me succède à la tête de la 2e DB, et je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Je la quitte le cœur à la fois léger et plein d'émotions. Pour le corps expéditionnaire, il faut que je prenne des officiers qui ont de l'expérience, comme Massu, Guillebon, Répiton-Préneuf, Buis, Réals. Et puis il y a des lieutenants et des capitaines qui sont prêts à me suivre dans cette aventure. Le 13 juillet, le gouvernement provisoire me demande d'aller à Prague pour être à la tête d'une délégation qui doit incarner la France nouvelle. Le 18 juillet, après mon retour, De Gaulle souhaite me garder auprès de lui et souhaite m'attribuer le gouvernorat militaire de Paris. Mais franchement, ça ne me tente pas du tout, la France. La France n'est pas le pays dont je rêvais après la libération. Elle est même différente. Je ne peux pas rester à commander en France. Je dois et je veux m'éloigner d'elle. Finalement, mon affectation en Extrême-Orient est acceptée. Le seul problème avec le corps expéditionnaire, c'est que nous ne savons pas où nous allons aller. J'ai l'impression d'être dans le brouillard et qu'on ne voit pas le danger sur notre chemin, tellement le brouillard est épais. Le 6 août 1945, je suis dans mon état-major quand j'ai su cette nouvelle. Les États-Unis ont largué leur première bombe nucléaire sur Hiroshima. Et le 9 août, une nouvelle bombe a été larguée sur Nagasaki. J'ai vu la photo de cette bombe. Elle est effrayante. Le Japon, face à l'avancée des troupes soviétiques en Mandchourie et face à ses armes nouvelles, décide de capituler. Cette guerre dans le Pacifique qui devait se terminer dans 1 an ou 2 s'est finalement terminée sur cet acte macabre. Nous arrivons finalement trop tard. Mais De Gaulle souhaite que je reste en Orient, car il y a l'Indochine. Et en plus, l'empereur Baodaï a proclamé l'indépendance de l'Annam et l'annexion de la Cochinchine. Et les monarques du Laos et du Cambodge souhaitent également prendre leur distance avec la France. De Gaulle me confie une mission. Rétablir la souveraineté française dans les territoires de l'Union indochinoise. Je suis aux côtés de l'amiral Thierry d'Argentlieu. Je suis finalement sous ses ordres car je ne suis que le commandant supérieur des troupes. Lui, il est commandant en chef. Nous avons eu une feuille de route par De Gaulle qui souhaite que la future fédération indochinoise composée des 5 territoires fasse partie de l'Union française. Après n'avoir passé que quelques jours auprès de ma famille, je m'envole vers ma destination. Cette feuille de route est comme une bible pour moi. Et puis, De Gaulle reste notre phare dans ce brouillard épais pour nous indiquer le chemin. Entre-temps, le 21 août 1945, je décide de créer une association qui permettra à tous les anciens de ma 2e DB qui ont servi sous mes ordres à se réunir autour d'une même table. Bon, je n'ai pas mis beaucoup de temps à trouver le nom, puisque ce sera l'association de la maison des anciens combattants de la 2e DB. Au moins, nous pourrons tous parler du passé glorieux que nous avons eu. Mais maintenant, je dois partir pour d'autres contrées. Je laisse la direction de l'association aux personnes en qui j'ai entièrement confiance. Je suis enfin arrivé à Ceylan le 22 août, où je vais installer mes quartiers. Quand je suis arrivé, on me fait un rapport sur ce qui se passe. On m'a décrit ce front de l'indépendance du Vietnam, dit Viet Minh, qui est dirigé par Ho Chi Minh. Mais également les accords de Potsdam, qui avaient décidé que les Chinois devaient occuper le nord de la 16e parallèle et le sud par les Britanniques. Et nous dans tout ça? Car l'Indochine est avant tout une terre française. Je ne vois qu'une seule solution. Plus de troupes sur le sol indo-chinois et cesser les échanges entre les ministères de la Défense nationale. C'est la seule chance pour que la France récupère la totalité de l'Indochine.
Lors de sa venue, le général MacArthur m'a donné le même conseil. Nous avons déjeuné, puis nous sommes partis à bord du Missouri pour signer l'acte de capitulation du Japon. Cette fois, c'est moi qui ai l'honneur de représenter la France lors des signatures. La boucle est enfin bouclée. Je reviens à Ceylan, déterminé et prêt à reprendre l'Indochine. Mais Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Paris refuse de m'envoyer le corps expéditionnaire. Encore une fois, une erreur. J'ai besoin de renforts parce que moi, à l'heure actuelle, je sens qu'on part sur un conflit. Le 12 septembre 1945, nous avons une nouvelle fois signé à Singapour la reddition du Japon. Après cette cérémonie, je me prépare à entrer dans Saigon. Ce n'est que le 5 octobre que je suis conduit de l'aéroport au palais de Norodom. Dès mon arrivée, je demande à la foule d'être disciplinaire. Si un obstacle s'oppose à moi, je m'en chargerai personnellement. Comme au Cambodge, où le roi Norodom Sihanouk m'a fait savoir qu'il ne souhaitait pas s'éloigner de la France. Mais son premier ministre posait un peu de problème. Je suis allé le voir pour qu'il arrête de se mettre au milieu de mon chemin. Le 18 octobre, le protectorat est rétabli. 4 jours plus tard, j'envoie des unités pour pacifier une partie du Laos. Il ne reste plus que la Cochinchine et l'Annam. Mais là encore, il s'agit d'une reconquête, car les négociations avec les jaunes sont de la pure fumisterie. Les autorités de Vichy sont renvoyées en France comme le stipule la feuille de route de De Gaulle, et Saigon respire enfin grâce à la reprise de plusieurs objectifs. Thierry d'Argentlieu me fait souvent le reproche du mot que j'emploie, la reconquête. Car pour lui, nous ne sommes pas là pour conquérir, dominer ou exploiter, mais simplement pour rétablir l'ordre, au nom de la France nouvelle. Même les Américains me traitent de colonialiste. Peut-être, mais je m'en rends même pas compte. Je me bats juste pour que la France garde ses colonies, tout simplement. Nous réoccupons la Cochinchine. Le Tonkin a été plus dur à reprendre, car Ho Chi Minh est bien installé à cet endroit. Certains, comme Pierre Messmer, souhaitent des négociations. Il ne s'agit pas pour nous de reprendre pied à pied le pays, mais de montrer partout notre force, d'abattre les résistances. Ce sont nos soldats qui, région après région, rétabliront la souveraineté française. Je vais même confier au député Maurice Schumann. La dernière absurdité serait de considérer aujourd'hui l'Indochine comme un pays mûr pour l'indépendance, possédant une élite avec laquelle on peut traiter. Désormais, il faut libérer Hanoï, comme on a libéré Strasbourg en 1944. J'étudie les meilleures tactiques militaires en calculant le moment le plus opportun afin de placer mes pions pour un meilleur effet. Le 26 janvier 1946, le général de Gaulle quitte le pouvoir. Ce sont des communistes et des socialistes qui reprennent la tête. Mais j'ai d'autres chats à fouetter ici. Je dois reprendre les dernières parcelles de l'Annam, du Cambodge et du Laos. Des opérations militaires ont été malheureusement meurtrières. Si je fais le calcul, entre septembre 1945 et février 1946, on a dénombré 630 morts. Mon prochain objectif est le Tonkin, où vivent plus de 30 000 Français. Je remplace Thierry d'Argentlieu qui est en déplacement à Paris. Je refuse cette promesse d'indépendance. Ho Chi Minh, lui, accepte que les troupes françaises fassent leur retour au Tonkin. Je ne dis pas non à parler d'indépendance. Enfin, c'est juste pour optimiser les conditions du débarquement, afin que la France reprenne le contrôle de ses territoires. Après avoir envoyé un télégramme à Juin pour expliquer ce que les Annamites comprennent dans le mot autonomie, j'expose à Répiton-Pré-Neuf le débarquement qui doit avoir lieu. Je veux tout simplement un prétexte pour faire rentrer des troupes françaises. Ensuite, nous les inonderons de camions, de blindés, ce qui constituera toujours le meilleur argument. Débrouillez-vous comme vous le pouvez. Faites par n'importe quel moyen que nous débarquions au Tonkin le 6 mars. Seule la Chine peut me faire reporter ce débarquement, car en cas d'opposition, ce ne sera plus une guérilla, mais une guerre. Le soir du 5 mars 1946, la France reconnaît la République du Vietnam. Ma flotte s'approche d'Haiphong, mais le commandement chinois décide de riposter suite à une mésentente. Une quarantaine de morts sont à déplorer dans les deux camps. On doit rentrer au plus vite à Hanoï. Finalement, le 18 mars, nous réussissons à atteindre la capitale du Tonkin. Hanoï est la dernière étape de la libération. Je vais envoyer un message à De Gaulle le 1er mai. Maintenant, l'Indochine est sauvée militairement. Que la politique ne la perde pas. Je ne suis pas dupe du double jeu de Ho Chi Minh, mais du moment que je peux reprendre pied partout, le reste m'importe peu. Je sais que le Viet Minh est coupable de crimes qui sont avérés. Mais le but est que la France ne perde pas l'Indochine. En somme, je n'ai fait que suivre ma feuille de route. Mais la situation ici devient ingérable. Entre les discussions entre le Viet Minh et la France, les troupes de Ho Chi Minh deviennent de plus en plus résistantes. Je souhaite que la France garde l'Indochine, mais dans le fond, j'ai comme le pressentiment que tout est perdu. Nous perdrons l'Indochine tôt ou tard. En avril 1946, je demande à Juin de revenir en France. Je souhaite rester à la disposition de De Gaulle. Je suis épuisé de cette campagne en Indochine. Ça m'a profondément anéanti. Je souhaite revenir en métropole, profiter de ma femme et de ma famille, et me reposer. Le 12 juillet 1946, on me nomme inspecteur des forces armées en Afrique du Nord. Et je reçois en plus ma 5e étoile, la médaille militaire et un fauteuil à l'Académie des sciences coloniales. Je découvre l'Algérie,
qui se prépare elle-même à un nouvel Indochine. Je souhaite rester éloigné de ce conflit, mais il ne fallait pas compter là-dessus. Le 23 novembre 1946, il y a plusieurs incidents là-bas et l'artillerie française bombarde Haiphong, tuant plus de 300 personnes. Le 3 décembre, le président du Conseil souhaite avoir mes conseils sur la question du conflit en Indochine. Je lui ai dit qu'il faut renforcer les troupes et surtout ménager et flatter Ho Chi Minh sans lâcher l'essentiel. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 1946, le Viet Minh lance son insurrection à Hanoï. Léon Blum me propose de repartir en Indochine pour de l'inspection. De Gaulle, lui, m'a conseillé de refuser cette proposition. Mais je ne peux pas refuser, la France a besoin de moi. Le 25 décembre, au lieu de fêter Noël avec mes proches, je pars en Indochine. Je reviens en janvier 1947 pour leur faire un rapport. Pour moi, il faut décharger les militaires de la responsabilité de l'escalade, et j'appelle les politiques à prendre le dossier en main et à composer s'il le faut avec les nationalistes xénophobes, mais dans le seul but de sauvegarder, au moins en partie, les droits de la France. Léon Blum souhaite que je devienne commandant en chef, et même haut-commissaire en Indochine. Non, hors de question. Plusieurs sont même revenus me demander, comme Ramadier et Vincent Auriol, mais je refuse toutes leurs propositions et leurs commandements en Indochine. J'ai compris le manège. Si on perd en Indochine, je vais servir de fusible. Je refuse de me mêler à ce conflit encore une fois. C'est terminé. Je vais même refuser le fauteuil de chef d'état-major de l'armée de terre. L'avenir de cette armée est beaucoup trop flou, et en plus les budgets baissent sans arrêt. Même De Gaulle m'a conseillé de conserver mon prestige intact et que je devais veiller sur l'Afrique du Nord, où des épreuves nous attendent. Je suis ravi de voir que De Gaulle a fondé le Rassemblement du peuple français, le RPF. Ça me donne de l'espoir pour la suite. En tout cas, il n'avait pas tort sur un point. Il y a eu des troubles au Maroc. Je croyais être nommé à la place du résident général Éric Labonne, mais en fait, c'est Juin qui a été nommé à sa place. C'est de l'injustice totale. Les événements en Afrique du Nord m'affectent tout particulièrement. J'y suis attaché à cette terre. Je m'inquiète également pour la France. L'instabilité de la 4ème République et les effectifs de l'armée baissent dangereusement. Je suis heureux de voir la foule en liesse dès qu'ils me voient. Mon nom est crié, même en Alsace où je suis revenu fêter l'anniversaire de la libération de Strasbourg. Tous ces visages qui me sourient me redonnent à la fois le sourire et l'espoir d'une France qui peut redevenir belle. J'ai même dit à ma femme que je ne suis plus bon à rien pour le pays. Mais je suis fatigué, et en plus en ce moment, le paludisme ne me fait pas énormément de bien au moral. Un bombardier B-25, réaménagé à mon intention et qui est baptisé Tailly 2, m'attend à Villacoublay, avec aux commandes le lieutenant François Deluc. Je dois participer aux manœuvres interarmées en Algérie les 26 et 27 novembre. Le 28 novembre, je dois me rendre à la prise d'armes à Arzew. Avec les 6 membres de mon état-major et le colonel Fouché qui nous a rejoints à Oran, nous montons dans l'avion pour aller à Colombéchar. Nous devrions arriver normalement pour 11h45, mais le pilote a retardé l'arrivée d'une demi-heure. On arrivera donc à 12h15. Pendant le vol, 3 personnes de mon état-major se sont mises à bouger et à se déplacer vers l'arrière de l'avion. Le pilote, volant à basse altitude à une faible vitesse et suivant les rails pour nous mener à notre destination, a tout à coup perdu le contrôle de l'avion à cause du poids de ces 3 hommes à l'arrière. Mon cœur s'emballe. Je vois toute ma vie et toute ma carrière défiler devant mes yeux. Soudain, plus rien. Un écran noir. J'ai froid maintenant. Je vois les autres autour de moi sans vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis comme hors du temps. Et quand je me suis retourné, j'ai remarqué mon propre corps sans vie. Je suis mort ainsi, alors que mon destin était de m'occuper de l'Afrique du Nord, la terre que j'aime tant. Des hommes sont là, ils découvrent mon corps. Ils m'emmènent, moi et mes compagnons, en France. Sauf celui d'un individu qui n'a pas été identifié. Il est resté en Algérie. On me ramène en France, sous le drapeau bleu-blanc-rouge. On célèbre mes obsèques, ainsi que celles des membres de mon état-major à Notre-Dame. Toutes ces personnes qui pleurent pour moi, même De Gaulle. C'est la première fois de ma vie que je le vois avoir les larmes aux yeux. Le 23 août 1952, suite à un décret du gouvernement, je suis élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Et le 29 novembre, ma femme reçoit officiellement le bâton de maréchal. Mais ma famille demande qu'on me présente comme le général Leclerc, maréchal de France, pour me différencier de Delattre d'Étassigny, qui a été lui aussi nommé maréchal. Mon corps, lui, repose au milieu de vous tous, puisque je suis à l'hôtel des Invalides, à Paris, depuis le 8 décembre 1947. Je suis honoré de voir aujourd'hui des bustes, des statues ou des rues portant mon nom, même un char. Les héros ne meurent jamais, dit-on.
J'aimerais le croire. Mais un jour peut-être, on ne parlera plus de moi. On m'oubliera. Ce que je souhaite avant tout, c'est que la France garde son prestige et ses valeurs. Car je me suis battu pour ces causes-là. Je souhaite également que ma 2e division blindée, la division que j'ai créée, ne meure jamais. Parce que mon âme, elle, y est toujours. Pour veiller à ce que les valeurs que j'ai enseignées depuis le début soient toujours honorées. Mais surtout, je pense que si ma division existe encore pendant des années, je dirai à ces soldats « Soyez fiers de porter cet insigne ». Car il ne m'a jamais quitté et est resté sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Et ce fut ma plus belle décoration.